Vous arrivez juste à temps pour prendre Bakhmout. Préparez-vous bien et vous y serez dans 3 semaines. Ne buvez pas trop, ne vous droguez pas, ne violez pas les femmes, ne vous attirez pas d'ennui. La police doit vous traiter avec respect. La milice Wagner, l'un des secrets les plus cachés de toute l'histoire de la Fédération de Russie. C'est le destin de 3 hommes. Dimitri Oudkine, le lieutenant-colonel russe, l'homme des forces Spetsnaz avec des tendances idéologiques douteuses. Vladimir Poutine, l'espion du FSB qui devient dirigeant de la Fédération de Russie. Et Evgeny Prigojine, l'homme qui fait de la prison et devient milliardaire en vendant des saucisses. Syrie, Mali, Burkina Faso, Centrafrique. Comment une petite milice va resplendir dans toute l'Afrique et opérer à l'international secrètement, jamais au nom de la Fédération de Russie, jamais jusqu'en 2022. Comment 1000 miliciens de Wagner en mars 2022 se retrouvent 22 000 engagés dans le conflit ukrainien-russe en décembre 2022. Mais l'histoire de Wagner, c'est le destin de ces 3 hommes. C'est une histoire secrète, une histoire méconnue, mais une histoire extrêmement intéressante. Bonne vidéo à vous. Contre toute attente et contre tout ce qu'on pourrait penser, l'histoire de Wagner ne va dépendre que d'un seul homme, Vladimir Poutine. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre l'histoire du fondateur, Evgeny Prigojine. C'est lui qui prétend être à la tête de Wagner, à la tête de sa création et à la tête de sa gestion. Cependant, l'histoire de cet homme est très intéressante car elle est extrêmement étrange. Prigojine, c'est un homme qui est né en 1961 à Leningrad. Il a une histoire pas particulièrement incroyable au départ, il fait ses études comme tout le monde, il est décrit comme une personne normale. Étant jeune, l'objectif de Prigojine, c'est de percer dans le milieu sportif. Il va devenir professionnel dans le ski de fond. Il est dit que durant ses études, il va suivre un cursus dans un prestigieux pensionnat d'athlétisme, dont il sera même diplômé en 1977. Cependant, il est dit que Prigojine n'a jamais réussi à percer dans le ski de fond et que sa carrière sportive ne va jamais décoller. 2 ans après avoir eu son diplôme, Prigojine a 18 ans et c'est là où ça tourne mal pour lui. Il est surpris en train de voler et il sera condamné. À cette époque-là, les peines de prison ça rigole pas en URSS, il est immédiatement condamné à 2 ans avec sursis. Donc à seulement 18 ans, Prigojine entre en prison. On n'a pas la nature exacte du vol, mais en tout cas, on voit que Prigojine sombre dans la délinquance après avoir raté une carrière sportive. 2 ans plus tard, après être sorti de prison, il est à nouveau retrouvé en train de voler en flagrant délit. Mais cette fois-ci, c'est un crime beaucoup plus grave. Il est dit que le crime, en tout cas les chefs d'accusation, c'est brigandage et escroquerie cette fois. Sauf qu'il n'agit pas seul, il agit avec une autre bande. Cette fois-ci, Prigojine est condamné à 12 ans de prison. À mon avis, il y a le côté récidive qui entre en jeu. Mais là, c'est déjà quand même beaucoup plus étonnant que pour une escroquerie, pour un brigandage, comme c'est dit. Il prend 12 ans de prison. C'est quand même une peine très sévère. Et on n'a pas la nature exacte de ce brigandage et de cette escroquerie. Mais déjà qu'on voit que pour prendre 12 ans de prison, Prigojine, il est passé à un niveau de vol, un cap au-dessus, dans la délinquance qui est quand même beaucoup plus haut. Donc il retourne une 2e fois en prison, mais cette fois pour 12 ans. Il est dit que durant sa peine de prison, sa seconde peine de prison du coup, Prigojine a des nouveaux chefs d'accusation qui tombent contre lui. Ça aurait été tout simplement avec des complices d'avoir cambriolé des appartements de luxe. Donc on peut imaginer qu'en prison déjà il aura rencontré beaucoup de monde. On peut imaginer déjà qu'il a quand même une certaine expérience dans le milieu criminel. Mais il va quand même être libéré en 90. Et c'est ça qui est un petit peu étonnant. C'est parce qu'en 81, il est condamné à 12 ans de prison. Mais il sort en 90. Autrement dit, sur les 12 ans de prison qu'il devait faire, Prigojine n'en fera que 9, puisqu'il sort en 90. Et ce qui est très intéressant, c'est de comprendre le contexte de l'URSS en 90. Dès la fin des années 80, on voit que l'URSS, très affaibli, que l'URSS est en train de s'effondrer petit à petit. 90, ça commence vraiment à prendre forme. 91, ça va être vraiment la chute du bloc communiste et de la chute de l'URSS, tout simplement. Et du coup, c'est une période qui est pas forcément évidente pour la Russie. Pour beaucoup d'anciens soviétiques, c'est la pire humiliation qu'a jamais vécu la Russie dans toute son histoire. Et c'est ça qui est étrange, c'est qu'un délinquant comme Prigojine va sortir plus tôt. Et on n'a pas beaucoup de sources qui nous disent pourquoi justement il va quitter la prison plus tôt, à cette période où c'est compliqué pour l'URSS. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que là il y a un second personnage qui entre en jeu, c'est Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il est né en 52 également à Leningrad. Et surtout, ce qu'il faut retenir de Vladimir Poutine, c'est qu'à cette époque-là, il n'est pas président de la Fédération de Russie, il n'est pas politicien, non, il est agent du KGB. KGB, c'est service d'espionnage, aujourd'hui il me semble que c'est FSB. En 1985, en tant qu'espion soviétique, Poutine, il est basé à Dresde, c'est en Allemagne, en RDA, République démocratique allemande. C'était l'Allemagne occupée par les communistes. En gros, c'était une Allemagne communiste même. 9 novembre 89, donc à la fin des années 89, le mur de Berlin s'écroule.
Le mur de Berlin, c'est l'événement qui montre tout simplement que l'Allemagne a la volonté de se séparer de l'URSS, de se séparer du communisme, tout simplement parce qu'on veut rattacher les deux Allemagnes, l'Allemagne fédérale et l'Allemagne démocrate. Il y a une volonté d'union entre les deux peuples et donc la fin du communisme en Allemagne côté démocrate. Comme la situation devient compliquée en Allemagne pour Poutine, il sera tout simplement rappelé dans les années 90 en URSS. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que là on a déjà deux dates qui coïncident, la libération de Prigojine en 90 et le retour de Poutine en URSS en 90. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Prigojine sort de prison la même année que Poutine est de retour en URSS. Vous allez me dire, mais ça n'a strictement rien à voir, puisque Poutine c'est un espion, c'est pas un politicien, pourquoi il aurait libéré un prisonnier comme Prigojine? Et c'est ça qui est très compliqué à trouver, et c'est ça qui est très compliqué à sourcer. Comment Vladimir Poutine et Prigojine se sont rencontrés en 90, et surtout, pour quelles raisons? Les seuls articles qu'on peut trouver et qui sont assez intéressants, c'est les articles de la BBC. BBC News, c'est britannique, c'est un média britannique, qui nous dit tout simplement, au début des années 90, Prigojine a rencontré Vladimir Poutine. La source confirmerait qu'il y a bien eu le premier contact entre Poutine et Prigojine en 90. Est-ce que Prigojine était déjà sorti de prison ou est-ce que Poutine va l'aider à faire sortir de prison? Ça, c'est l'un des plus grands mystères de cette histoire. On peut en aucun cas affirmer les circonstances de la rencontre, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Mais en gros, il est raconté, c'est l'histoire la plus courante, que Prigojine venait de sortir de prison, donc c'est pas Poutine qui l'aurait libéré, mais que Poutine a vu en Prigojine un puissant allié pour se lancer en politique. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, Prigojine, il a été condamné à 12 ans de prison. Prigojine, il a grandi à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, il est dit que c'était l'une des villes les plus criminelles de tout l'URSS, surtout au moment de la chute du bloc soviétique. Donc, autrement dit, Prigojine, avec ses 12 ans de prison, il connaîtrait un peu toute la pègre de Saint-Pétersbourg, un peu tous les grands. Parce que pour être condamné à 12 ans de prison, en général, c'est pas dans les petites prisons du coin, c'est quand même dans des prisons bien sécurisées. Donc, en fait, l'avantage que Poutine aurait avec Prigojine, c'est que grâce à Prigojine, Poutine aurait la main sur toute la pègre de Saint-Pétersbourg, ou du moins d'une partie de Saint-Pétersbourg. Quand l'URSS s'écroule en 91, c'est encore plus l'anarchie en URSS, parce que bien que l'URSS s'écroule, il y a quand même une période de prospérité en URSS, notamment entre les années 50-70, où ça se passait plutôt bien, mais après il y a eu un déclin petit à petit qui a fait un regain de criminalité. Et il est dit, et ça c'est très intéressant, que justement à partir du moment où ça se casse un peu la gueule l'URSS, 89, 90, 91 et surtout après, et bah historiquement, les services de sécurité de l'Union soviétique, le KGB, etc. avaient tendance à faire des accords avec les criminels pour les recruter, pour que les criminels informent le KGB dès qu'il se passe quelque chose, etc. On achète des taupes du côté de la pègre pour ensuite avoir une main sur le banditisme en URSS. Et les criminels en général, ils étaient plutôt heureux d'avoir le KGB qui les paye, puisque au moins ça leur faisait une sécurité, et puis ils collaboraient avec des membres du gouvernement. Prigojine et Vladimir Poutine, ils ont la même ville, Saint-Pétersbourg. Et c'est ça qui est très intéressant. Poutine, il est à Saint-Pétersbourg, mais plus pour le KGB. Poutine, il va même quitter le KGB. Son but à Poutine, c'est de se lancer dans la politique. Il voit un Union soviétique qui se casse la gueule, il voit une Russie, une fédération de Russie qui est totalement à reconstruire et il sent qu'il a un rôle à jouer là-dedans. Il sent que la politique en Russie n'est pas bonne, que la période de réforme qui veut un petit peu rendre capitaliste la Russie, c'est tout simplement pas son kiff, c'est pas son idée. Lui, Poutine, ce qu'il a toujours rêvé, c'est d'une Russie forte, d'une Russie indépendante et autonome. Et c'était le souhait de beaucoup de Russes encore à l'époque. Comme je vous dis, l'URSS c'est vraiment vécu comme l'humiliation russe. Et Poutine il dit non à ça et il dit que tout simplement la Russie sera jamais à terre et elle va se relever. Donc Poutine, il a un contact avec Prigojine. Mais Prigojine, il joue pas encore un rôle décisif sur la suite. Poutine, il va faire petit à petit un parcours politique qui va lui permettre d'être maire de Saint-Pétersbourg, ville où est Prigojine. Bizarrement, une fois que Prigojine est sorti de prison en 90, il n'y a plus aucune activité criminelle. Prigojine, il change complètement de cap. On pourrait penser que les 12 ans de prison ont suffi, mais vous allez voir que c'est plus subtil que ça. Prigojine, il ouvre un restaurant. Il ouvre un fast-food qui vend des hot dogs. En soi, on peut se dire pourquoi pas, c'est une reconversion, voilà, etc. Puis, de son fast-food qui vend des hot dogs, en même pas quelques années, il y a plein de restaurants rapides qui vont ouvrir. Sa fortune a commencé à se multiplier d'un coup comme ça grâce à un restaurant. Prigojine commence à ouvrir plein d'autres restaurants. En même pas quelques années, Prigojine il va fonder sa propre marque, Concord Management and Consulting. Simplement la marque qui est à la tête de tous ces restaurants dans Saint-Pétersbourg et dans toute la Russie. Mais, encore plus intéressant, Prigojine a amassé tellement d'argent qu'il peut même ouvrir son premier grand restaurant de luxe. Et c'est là où c'est très intéressant, et c'est là où on a les premières photos intéressantes. On peut voir qu'en 2011, Poutine, maire de Saint-Pétersbourg, se rend au restaurant de luxe de Prigojine. Autrement dit, les deux hommes, qui ne se sont officiellement jamais vus, vont se rencontrer pour la première fois en 2011 au restaurant de Prigojine de luxe. Mais, en fouillant bien, on peut retrouver d'autres photos sur internet qui nous montrent que Poutine et Prigojine se sont revus bien avant cette mise en scène. On a une photo de 2010 qui nous montre Poutine à côté de Prigojine. Mais en tout cas, bizarrement, ils avaient l'air de déjà bien s'entendre et de déjà bien se connaître. La question qu'on peut se poser, c'est tout simplement comment Prigojine a eu autant d'argent? Comment, en vendant des hot dogs,
il a pu ouvrir autant de fast-food, puis ensuite un restaurant de luxe. Vous allez me dire, bon, bah peut-être que voilà, le restaurant a bien marché, qu'il a eu beaucoup d'argent et que voilà. On va pas tomber dans une théorie du complot directement. Admettons. Poutine, lui, il est devenu maire de Saint-Pétersbourg. Comment Poutine est devenu maire de Saint-Pétersbourg? En progressant politiquement, etc., etc. On peut dire que quand même Poutine a un prestige, a un charisme et a une certaine aisance politique qui lui permet de monter les échelons assez rapidement. Entre 96 et 99, Poutine ne sera plus maire de Saint-Pétersbourg, il va encore progresser politiquement. Il va être au service du président Boris Eltsine. Pour faire simple, en 99, Boris Eltsine va démissionner. La Russie est en crise financière et c'est surtout que Boris Eltsine a une mauvaise condition de santé qui l'oblige à démissionner. Poutine, qui était proche de Boris Eltsine, sera à la tête de la Fédération de Russie à partir de 99. Boris Eltsine transmet la constitution à Vladimir Poutine, 31 décembre 99. Vous allez me dire, on comprend toujours pas le lien entre Prigojine et Vladimir Poutine, et on comprend toujours pas le rôle du troisième, Dimitri Utkin. J'y viens. Une fois que Vladimir Poutine est élu président de la Fédération de Russie, la fortune de Prigojine va quadrupler x10, x100, voire x1000. Pourquoi? Étonnamment, Prigojine reçoit, une fois que Poutine est président de la Fédération de Russie, le meilleur contrat de sa vie. C'est même pas le meilleur contrat, c'est les meilleurs contrats. 5000 contrats d'une valeur totale de 2,3 milliards d'euros. En gros, c'est des contrats par rapport à ces restaurants. Vous allez me dire, mais de qui viennent ces contrats? Tout simplement de la Fédération de Russie elle-même. Prigojine est à la tête de l'approvisionnement des cantines scolaires, de l'approvisionnement des casernes, de l'approvisionnement du ministère de la Défense, de l'approvisionnement des banquets et du pouvoir. On le surnomme d'ailleurs le cuisinier de Poutine puisqu'il est à la tête de la restauration de toutes les instances politiques. C'est un contrat un peu inédit parce qu'une société, celle de Prigojine, est à la tête de toute la restauration de la Fédération de Russie. Donc là, officiellement, Prigojine devient un milliardaire. On parle d'oligarque en Russie pour désigner les très riches. Et là, c'est quand même fascinant parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Prigojine? Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir milliardaire pour que Poutine ait autant de reconnaissance envers lui? Ils se sont vus à sa sortie de prison en 90 et on a l'impression qu'après ça, Poutine il va toute sa vie soutenir Prigojine. C'est un peu l'histoire de deux amis. En fait, le succès de Prigojine, c'est ça qu'il faut bien comprendre, dépend exclusivement de Vladimir Poutine. Poutine a la main sur Prigojine parce qu'il lui a permis d'exister tout simplement. Il a fait de lui l'ancien prisonnier. On se demande même s'il l'a pas fait sortir plus tôt de prison à oligarque milliardaire. C'est même pas millionnaire, c'est milliardaire russe. Et ça expliquera plein de choses pour l'avenir. Pourquoi quand Prigojine va faire un coup d'état plus tard, il s'en prendra jamais à Poutine? Pourquoi quand Prigojine fait des critiques du front, il critique le ministère de la Défense et pas Vladimir Poutine? C'est tout simplement parce que Prigojine et Poutine sont amis. On a voulu nous faire penser que Prigojine et Poutine étaient des ennemis, que c'était tendu entre eux, que Prigojine voulait renverser Poutine. Si on regarde bien en détail, Prigojine n'a jamais cherché, n'a jamais pointé du doigt une seule fois Poutine de manière directe. Au lieu de tuer l'ennemi, l'état-major laisse mourir nos camarades. Et le grand-père bienheureux pense que c'est bon pour lui? S'il s'avère que c'est le cas, que Dieu nous bénisse. Mais comment allons-nous gagner cette guerre? Et qu'adviendra-t-il de la Russie s'il s'avère, je ne fais que le supposer, que ce papy est un couillon fini? Il nous manque 70% des munitions que nous avons demandées. Shoigu! Gerasimov! Où sont ces putains de munitions? C'était en permanence le gouvernement et le ministère de la Défense. Sergueï Shoigu. C'est lui qui sera ciblé du doigt, mais jamais Vladimir Poutine de manière directe, bien que dans ses messages il fait des références à Poutine. Là où c'est très intéressant, c'est qu'on va apprendre qu'à partir des années 2000, Poutine étant président de Russie, déjà il reprend bien la main sur les services de renseignement russes, sur la criminalité, ça baisse, c'est bon. Mais on voit que Prigojine commence à jouer un nouveau rôle pour Poutine. Il est responsable et à la tête d'un empire médiatique axé sur la diffusion et la désinformation, tant en Russie qu'à l'étranger. C'est-à-dire que Prigojine, devenu milliardaire, il crée des réseaux sociaux, il crée des médias, il crée du contenu, il crée de la presse. Et il est à la tête de tout ça. Il y a un mot pour désigner cette catégorie en politique et en informatique, un peu ce que vous voulez, c'est ferme de trolls. Une ferme de trolls, c'est en gros des réseaux de communication, des groupes de personnes qui sont créés, qui sont payés, qui sont organisés, dans le but de faire une désinformation ou dans le but de faire une information de masse. C'est-à-dire, par exemple, c'est un peu comme si vous allez sur Instagram, vous regardez une publication d'un média, d'un politique, etc. Et vous voyez beaucoup de faux comptes qui vont mettre des drapeaux, qui vont mettre des messages pour inciter à la haine et des trucs comme ça. En gros, c'est vraiment, mais c'est très bien fait parce que c'est des centaines, voire des milliers de comptes qui sont payés pour faire une désinformation, une attaque de masse, une attaque, voilà. Ça se fait de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça devient un peu monnaie courante. Mais à l'époque, on n'a pas l'habitude de ça. Et Prigojine, il devient la tête de ça et c'est très fort parce que Prigojine, on comprend qu'en fait, il a une influence médiatique. Il a une influence sur la politique, sur les médias, sur la presse. Étonnamment,
On est au courant que Prigojine il a beaucoup de médias, qu'il a beaucoup d'informations, qu'il fait beaucoup de désinformations parce que c'est pas toujours vrai ce qu'il dit. Mais il a aucune sanction de la part de l'État. L'État ferme les yeux sur ce que Prigojine pratique en méthode de médias et en méthode de désinformation. Il est dit que Prigojine avec ses fermes de trolls, ou ses usines de trolls, il est très très fort parce qu'il arrive à répandre parmi les Russes l'idée que la vérité n'existe pas et que ça sert à rien de le cacher. En gros, Prigojine ce qu'il nous dit c'est que bon bah même si c'est pas vrai, autant vous le dire parce que y a pas de vérité, y a pas de vrai ou y a pas de faux, on dit un peu ce qu'on veut et voilà, vous prenez ce que vous voulez, y a peut-être du vrai, y a peut-être du faux. C'est un peu étrange mais il arrive à faire une bonne manipulation par rapport à ça. Et c'est quand même bizarre que Prigojine arrive à faire cet empire médiatique d'un coup comme ça. Et là, donc là c'est encore une fois une hypothèse, on peut pas l'affirmer, on peut pas le prouver. C'est peut-être pour ça que Poutine s'était rapproché de Prigojine depuis le début. Comme je vous l'ai dit, Prigojine il connaissait beaucoup la pègre de Saint-Pétersbourg. Poutine il avait des ambitions sur Saint-Pétersbourg. Donc est-ce que on peut pas se demander si à partir des années 90, Prigojine n'avait pas commencé à faire une sorte d'empire médiatique autour de Poutine, grâce à la pègre, à faire des campagnes pour que Poutine arrive au pouvoir, pour que Poutine remette la sécurité. Est-ce que par rapport à ça, il n'y aurait pas eu, je sais pas, une montée de la pègre, tout simplement pour que les gens se tournent vers Poutine qui a réussi à calmer la pègre, etc. C'est difficile à prouver, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Prigojine et Poutine, l'un a aidé l'autre. Et inversement. Poutine s'est pas tourné vers Prigojine parce qu'il était sympa, parce que c'était le bon gars. Poutine s'est tourné vers Prigojine parce que Prigojine était utile à Poutine. Prigojine s'est tourné vers Poutine parce que Poutine était utile à Prigojine. On comprend donc que les hommes sont liés par, on va dire, un passé historique très puissant, parce que finalement, ils ont fait leur ascension ensemble. Poutine a fait grimper Prigojine, Prigojine a fait grimper Poutine. Mais on sait pas trop comment. En tout cas, Prigojine a eu un grand rôle, c'est indéniable. Là, maintenant, il y a le troisième personnage qui va entrer en jeu. Dmitri Utkin. Dmitri Utkin, contrairement à Prigojine et Poutine, il connaît personne. Dmitri Utkin, né en 70, c'est un ancien militaire très bon même, faut le dire. Il a combattu durant les deux guerres de Tchétchénie, 94-96. Il a vraiment, on va dire, une carrière brillante au sein de l'armée russe. Mais il est décrit comme quelqu'un de cruel. Il est parmi les forces spéciales. Il est quelqu'un, on va dire, de très performant certes, mais avec une certaine mentalité, avec un certain caractère qui est quand même, on va dire, très assassin pour dire. C'est comme ça qu'il est décrit par certains. Il finit même commandant chez les Spetsnaz. Les Spetsnaz, c'est les forces spéciales russes. On voit que c'est vraiment quelqu'un qui rigole pas, c'est vraiment un militaire dans l'âme, c'est vraiment un combattant. Mais Dmitri Utkin, il a un admirateur. Son admirateur, c'est Adolf Hitler. On peut voir que sur son corps, il a des tatouages douteux, etc. Il a des références et une pensée, on va dire, très Troisième Reich. En 2013, Utkin, il a une proposition. Cette proposition, c'est de participer à un corps expéditionnaire à rejoindre des mercenaires pour la guerre de Syrie. En gros, depuis 2011, la Syrie vit une période de guerre civile où c'est compliqué. Sauf que le gouvernement de Bachar al-Assad était très proche de la Russie. Mais la Russie voulait pas intervenir directement, donc il y a une proposition d'une bande de mercenaires de rejoindre le conflit en Syrie en tant que mercenaires. Vous allez me dire, les mercenaires, c'est Wagner. Non, Wagner, ça n'existe pas encore en 2013. Le nom, c'est le Corps Slave. Le Corps Slave, c'est un groupe d'une société militaire privée qui est enregistré à Hong Kong. Ce qui est très étrange avec le Corps Slave, c'est qu'il est affirmé qu'il a été créé en 2013 par Dmitri Utkin lui-même. Sauf qu'il est dit d'un autre côté que Dmitri Utkin a été invité à rejoindre cette milice. Du coup, qui a vraiment créé le Corps Slave? Ça encore, c'est un gros secret d'État en Russie. On n'a pas le nom officiel de qui a créé le Corps Slave. Si c'est Dmitri Utkin qui a créé le Corps Slave lui-même, c'est un peu bizarre parce que pendant tout ce temps-là, lui, il était militaire, il était chez les Spetsnaz, donc il aurait créé une société militaire privée en parallèle de sa carrière militaire, je trouve ça un peu étrange. Donc il y a encore un petit secret d'État sur qui est à la tête du Corps Slave. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Dmitri Utkin, il va bien prendre la tête du Corps Slave pour participer à la guerre en Syrie. L'objectif du Corps Slave, et c'est la mission qui est confiée d'ailleurs par le gouvernement syrien de Bachar al-Assad, c'est de sécuriser les puits du pétrole. Donc en gros, on voit déjà que le Corps Slave, il agit au nom de la Russie, pour les intérêts économiques de la Russie, puisqu'il y avait du pétrole à sécuriser, etc. Et puis même diplomatiquement, ça faisait bien d'aider la Syrie. Donc voilà, les mercenaires partent, le Corps Slave part en Syrie en 2013. Le problème du Corps Slave, c'est que déjà, en Russie, en Fédération de Russie, tout ce qui est milice mercenaire, c'est pas autorisé. Il est dit dans la Constitution, il est dit dans la loi russe, qu'on n'a pas le droit de créer une milice, de créer des mercenaires. La seule autorité, la seule forme de déposition du pouvoir, c'est l'armée russe elle-même. Il n'y a pas à avoir des mercenaires qui agissent comme ça à l'international. C'est interdit par la Russie. Mais bon, Dmitri Utkin, lui, il se croit encore un peu à côté des lois et il se dit, vas-y, je vais quand même faire mes mercenaires et puis voilà. Sauf que le Corps Slave, c'est pas très populaire. Il y a à peu près 213 miliciens dedans. 213, c'est pas un bataillon, c'est pas une armée, c'est vraiment un groupe de personnes. C'est déjà pas mal, mais on peut pas parler d'une grande milice. Donc, les 213 du Corps Slave, ils partent en Syrie, ils partent pour sécuriser les puits de pétrole. Mais on va pas se mentir, tout simplement ça floppe.
Pour la petite anecdote, il est dit que les mercenaires qui sont en Syrie, bah du coup ils sont sous-équipés, parce qu'encore une fois c'est pas reconnu par la Russie, c'est pas reconnu par la Syrie. On avait promis aux Korslav des chars, des T-72, à l'époque c'était quand même des plutôt bons chars encore. Mais c'est surtout que au lieu de recevoir leur T-72, le Korslav, les miliciens, la fameuse milice, ils vont recevoir des bus blindés. Et du coup on comprend que là, ils sont pas soutenus par le gouvernement russe, ils sont pas soutenus par la Syrie, et ça se passe mal forcément, ils sont sous-équipés. Ils sont quand même bien entraînés, puisqu'à la tête il y a Dimitri Utkin, et Dimitri Utkin c'est vraiment un mec des forces spéciales, donc il entraîne bien ses hommes. Mais ça reste sous-équipé, et ça reste surtout en sous-nombre. 213 personnes, il n'y a pas de quoi changer un gouvernement, il n'y a pas de quoi mettre fin à une guerre civile. Ça se passe mal, ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif, le puits de pétrole est mal défendu, on peut supposer qu'avec les rebelles syriens ça s'est mal passé, ils se sont pris une déculottée, en même temps encore une fois, sous-nombreux et sous-équipés ça aide pas. Donc le Korslav retourne en Russie pour les survivants. Lorsqu'ils arrivent en Russie, comme je vous l'ai dit, miliciens c'est pas autorisé. Lorsqu'ils rentrent sur le territoire russe, ils ont un chaleureux accueil de la part du FSB, qui décide de tous les arrêter. FSB, service de renseignement russe. On sait pas si Utkin il s'est fait attraper par le FSB, mais en tout cas tous les miliciens arrêtés, tout le monde en prison. Les chefs d'accusation, c'est guerre illégale à l'étranger et surtout mercenaires illégales en Russie. Mais là ce qui est très intéressant, c'est la période. On est en 2013. Bien que la Russie est en paix, on voit quand même que il y a quand même des conflits encore en Russie, guerre russo-georgienne en 2008, etc. La Russie, on peut pas dire que c'est totalement un pays de paix. Et surtout, en 2013, il y a un territoire qui pue de plus en plus, l'Ukraine. Comme vous le savez, pour ceux qui ont un petit peu de connaissances là-dedans, 2014, Euromaïdan, le gouvernement ukrainien qui va être renversé, etc. Le pays commence un peu à puer. L'Ukraine a une volonté de rejoindre l'Europe, à s'occidentaliser un peu, ce qui plaît pas du tout à la Russie. Poutine, il a des ambitions sur un territoire en particulier. Ce territoire, c'est la Crimée. La Crimée, selon lui, elle est injustement ukrainienne depuis que l'URSS s'est effondré, alors que il y a quasiment que de la population russophone là-bas, voire pro-russe. En gros, que toute la population là-bas se sent plus russe que ukrainienne. Donc pour Poutine, il faut sécuriser la Crimée et libérer la Crimée. Mais le problème, c'est que 2013, il y a quand même les lois internationales, il y a quand même l'ONU, etc., etc. Si la Russie intervient de manière directe dans un conflit, il est pas sûr de son coup, Poutine, parce que ça pourrait flop et ça pourrait se retourner contre lui. Et il a dû savoir, par les renseignements, par le FSB, le dossier du fameux Korslav, le fameux dossier de Dimitri Utkin et ses hommes qui ont été arrêtés à la frontière. Dimitri étant arrêté ou pas, on ne le sait pas. Et là, Poutine, il est quand même très fort, Poutine, parce qu'il voit le potentiel d'une milice. Il voit le potentiel des hommes qui combattent pour la Russie, mais pas au nom de la Russie. Des sortes de soldats sans lettres. Des sortes de guerriers de l'ombre qui agissent pour un territoire sans représenter le territoire. Et Poutine, il se dit, mais peut-être que ce Korslav, peut-être que cet exemple-là, c'est la preuve que, même si ça n'a pas marché en Syrie parce que ça a flop, Dimitri Utkin, il est très entraîné, il est très fort. Il est dit que ces hommes, ils sont très entraînés. Mal armés, mal équipés, mais très entraînés. Et Poutine, il se dit, mais si ces hommes-là sont financés, si ces hommes-là sont plus nombreux, mieux équipés, est-ce que ça pourrait pas marcher sur une cible pour la Russie? Et là, vous commencez à comprendre la création de Wagner. Le problème, c'est encore une fois, miliciens, Russie interdit. Mercenaires, Russie interdit. Donc, le gouvernement ne peut pas financer une milice, le gouvernement ne peut pas financer des mercenaires. Et là, Poutine fait appel à son puissant allié, l'homme qui peut être à la tête d'une armée, qui peut financer une armée, sans pour autant être du gouvernement, le pion parfait, Monsieur Prigojine. Le vendeur de hot dog milliardaire. Prigojine, c'est l'homme parfait de la situation. Il a rien à voir politiquement, il est très riche. Il peut financer Wagner. Ça sera pas au nom de la Russie, puisque Prigojine n'est pas rattaché au gouvernement russe. Vous voyez comme c'est perfide et vicieux, parce que en gros, Poutine c'est le gouvernement russe finance Prigojine, Prigojine finance Wagner. Sauf que Prigojine qui finance Wagner, c'est pas le gouvernement russe de manière directe. Et c'est ça qui est très fort. De plus, il y a quand même un petit problème avec Dimitri Utkin. C'est comme il a dit, il a des pensées douteuses. Il a quand même, on va dire, des tendances un peu au crime de guerre de ce qui est rapporté. Il a des tatouages douteux, etc., etc. C'est pas ouf de laisser à la tête d'une milice. Mais le choix du nom Wagner, de la milice Wagner, c'est Dimitri Utkin qui va le décider. Wagner, c'est une référence au Troisième Reich, Hitler qui était un fan du compositeur Wagner. Donc ça vient de là. On laisse Dimitri Utkin gérer Wagner. Donc on sait pas si Dimitri Utkin et Poutine se sont rencontrés à ce moment-là. Mais en tout cas, Dimitri Utkin et ses hommes, ils sont libérés. Tout le monde est libéré. Après même pas un an de prison, alors que c'est quand même un crime d'état d'avoir créé une milice, etc. Ils sont tous libérés. Et la Russie, il est dit qu'il cherche des hommes prêts à intervenir en Crimée. Une sorte d'armée de l'ombre. Dimitri Utkin, c'était l'homme parfait. On laisse créer sa milice, on lui donne un budget. C'est ce qui s'est passé, c'est sûr.
On lui donne un budget. On lui donne, on va dire, des circonstances, voilà. Tu dois te préparer à envahir la Crimée. Si tu y arrives, tu seras récompensé. On propose le projet à Prigojine, et Prigojine, lui, il accepte directement. Souvenez-vous, Prigojine, c'est un ancien détenu. Poutine lui a laissé une seconde chance dans la vie, et grâce à Poutine, Prigojine existe. Et là, Prigojine, il se dit, mais grâce à moi, peut-être que d'autres prisonniers vont avoir une chance d'avoir une liberté, et de pouvoir aider la Russie autant que Prigojine a aidé la Russie, même si on sait pas trop comment. Donc, officiellement, il est dit que c'est Prigojine qui a fondé Wagner, mais vu que le nom vient de Dimitri Utkin et que Dimitri Utkin a un peu la main sur le recrutement et la main sur les hommes, puisqu'encore une fois, Prigojine c'est pas un militaire, Prigojine c'est un bandit au plus et un milliardaire surtout, Prigojine et Utkin vont coopérer ensemble pour créer Wagner. Mais officiellement, il est dit que c'est Prigojine qui dirige Wagner parce que Prigojine passe mieux et Prigojine n'est pas rattaché ni au gouvernement ni à l'armée russe. Poutine c'est le gouvernement, Utkin il est quand même rattaché à l'armée russe puisque c'est un ancien soldat. Donc là c'est parti, fin 2013, début 2014, on sait qu'en Ukraine à tout moment ça peut mal se passer, il faut sécuriser la Crimée, c'est l'ambition de Poutine, donc le recrutement commence. Prigojine, Utkin apprennent à se connaître, ils recrutent ensemble. Pour rappel, une milice, des mercenaires, c'est des personnes qui n'agissent que pour un salaire et inspirées, on va dire, dans un intérêt certain. Le but c'est pas d'agir au nom d'un gouvernement, etc. Des soldats en marge d'un gouvernement. En tout cas, les mercenaires et une milice ça représente jamais une nation, ça représente un groupe paramilitaire, ça représente un groupe d'action, mais pas un état. Et c'est tout ce qui intéresse Poutine encore une fois dans l'histoire. 2014, comme on s'y attendait, comme les Russes s'y attendaient, le gouvernement ukrainien est renversé, le président ukrainien qui était jugé trop pro-russe est retiré, l'Ukraine est en train de se restabiliser avec un gouvernement qui est un peu douteux d'ailleurs, c'est ce que la Russie reproche beaucoup. C'est un gouvernement, on va dire, un peu une tendance très extrême droite et avec des ministres aux idéologies douteuses proches de celles de Wagner. Bref, en tout cas, la Russie ils agissent. Le plan est parfait. Des soldats sortis de nulle part qui apparaissent en Crimée et qui se révoltent contre le gouvernement ukrainien qui est en train de se reformer. Des unités paramilitaires qui entrent en Crimée, qui sont déjà présentes en Crimée, qui sécurisent les grandes instances, les principales villes, Sébastopol, etc. pour tout simplement prendre le contrôle de la Crimée. Officiellement, il n'y a pas de drapeau russe, il n'y a pas d'uniforme russe, mais c'est des soldats très bien entraînés, c'est des soldats avec des uniformes militaires et très bien équipés. En gros, les miliciens Wagner. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des soldats russes infiltrés, etc. Bref, le coup de la Crimée, c'est quand même un acte politiquement très bien joué. Tout simplement parce que Poutine arrive à prendre une zone, une grande zone quand même. La Crimée, c'est quand même un territoire important, sans entrer en guerre et sans faire passer la Russie pour responsable de manière directe. La Russie, c'est quand même un pays qui est très fort, qui a quand même un impact international, le plus grand pays du monde, l'une des meilleures puissances militaires, la deuxième meilleure puissance militaire en 2014, il me semble. Et les lois internationales, l'ONU, il y aura des sanctions qui vont être prises contre la Russie. C'est très minime, on va pas se mentir, il y a une grosse faiblesse de la part de l'Europe et des États-Unis qui ferment les yeux sur l'Ukraine, qui ferment les yeux sur la Crimée. L'Ukraine, c'est un gouvernement qui est pas stable, etc. On ne veut pas s'engager dans un conflit sans gouvernement de la part des Ukrainiens. Du moins un gouvernement qui est pas fiable. Donc Poutine a très bien joué son coup et on peut pas lui reprocher, il est quand même très stratège par rapport à ça. Il sécurise une zone, il prend une zone sans pour autant entrer en guerre de manière directe. Et de toute façon, on va pas se mentir, l'Ukraine n'avait pas les moyens militaires de riposter pour la Crimée. Et là, on peut dire que pour Prigojine et pour Utkin, Dimitri Utkin, l'objectif est totalement atteint. Ils ont prouvé que la milice Wagner, c'était le meilleur moyen d'agir sans agir pour la Russie. Et puis c'est très subtil, Prigojine est à la tête, etc. Mais là, les services secrets américains, ils sont pas dupes et ils repèrent les deux personnes, Utkin et Prigojine. Pour eux, ça va être blacklist, ils vont être fichés de partout. La CIA va énormément enquêter sur Prigojine, va énormément enquêter sur Utkin. Et pour vous dire, c'est même pas encore rendu public tout ça, tellement que c'est encore caché aujourd'hui, parce que le problème c'est que Prigojine et Utkin, on est en plein dans la guerre d'Ukraine. C'est encore très secret, mais la CIA sait beaucoup de choses sur eux. La CIA voit bien que déjà l'histoire de Prigojine par rapport à ses restaurants, ses hot dogs, c'est hyper louche. Ça a été financé par Poutine. La BBC rapporte que Poutine et Prigojine se connaissaient avant. Les fichiers commencent à tomber et là, ça commence à pas être bon pour la Russie. Une phrase qui est très intéressante de Poutine et qu'il leur a dit dans l'une de ses interviews, dans l'une de ses biographies, dans l'un de ses reportages qui a été fait sur lui, Poutine il dit une phrase très simple dans sa vie. Poutine il dit que le plus important dans la vie, c'est pas de savoir si c'est vrai ou faux, c'est que les gens ils y croient. C'est très manipulateur cette phrase, mais elle est très intéressante parce que Poutine en gros il dit que du moment que c'est pas vu, du moment que c'est pas su, c'est pas grave de savoir si c'est vrai ou faux ce qu'on raconte. Vous avez le droit de mentir, du moment qu'on ne saura jamais la vérité. Ça, c'est le message de Poutine. C'est très manipulateur cette phrase, mais ça en dit long sur la personnalité de Poutine qui, tout simplement, par des coups perfides et bien dissimulés, va chercher à obtenir ce qu'il souhaite. Et là, pour Wagner, c'est parti. Après l'Ukraine, ça va être la Syrie en 2015. La Russie, cette fois, qui intervient une nouvelle fois en Syrie, mais de manière plus directe. La milice Wagner qui vient en Syrie. Wagner, ça commence à se renforcer niveau homme. Ils ont de l'équipement, ils ont du matériel.
Là, on va pas se mentir, ça a rien à voir avec la Syrie de 2013. La Syrie de 2015, c'est plus le groupe slave, c'est Wagner, équipé, armé et entraîné, qui débarque en Syrie. Et là, il y aura une efficacité beaucoup plus importante. Voilà, en tout cas c'est la fin de cette première vidéo, très ciblée, vous l'aurez compris, sur la mise en place et la création de la milice Wagner, comment les trois acteurs, Dimitri Utkin, Vladimir Poutine et Prigojine se sont rencontrés et ont évolué ensemble. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, parce que je sais que c'est une vidéo qui est assez technique, assez compliquée. Il y a beaucoup de on sait que, on a entendu que, mais la source n'est pas officielle, la source n'est pas vérifiée, donc c'est pas évident. Ça m'a pris beaucoup de temps de travailler là-dessus, mais c'était un projet très intéressant. Je vous prépare la partie 2, où là ça va vraiment être le développement de Wagner jusqu'à la guerre en Ukraine, puis progressivement la chute avec la rébellion de Wagner, et surtout l'issue par rapport à tout ça. Mais en tout cas voilà, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait, et encore une fois, n'hésitez pas à lancer le débat en commentaire, ça va être très intéressant, et j'imagine qu'il y a plein de choses que moi-même je ne sais pas encore. Je vous mets le maximum de sources disponibles en description pour vous permettre, si vous le souhaitez, de regarder par vous-même et vous de forger votre propre avis. Ma conclusion, c'est que quand même tout ça, c'est très... Ça soulève beaucoup de questions et on tombe vite dans le complot à se dire est-ce que finalement le corps slave c'était pas un plan de Poutine pour mettre en place la milice Wagner plus tard, etc. etc. Enfin bref, plein d'hypothèses et plein de questions et ça va être intéressant de continuer le débat en commentaire. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé, à la prochaine, c'était Sarge, à plus.